Tu connais Beastars? Bonsoir et bienvenue dans cette émission qui va encore vous parler de séries d'animation. Et quelle série cette fois, puisqu'on va parler de Beastars. Alors Beastars, c'est quoi? Ça parle de quoi? Donc nous sommes dans une société complètement anthropomorphe. Les animaux herbivores comme carnivores sont regroupés au sein d'une même société et ont donc édité de nouvelles règles pour vivre ensemble. En effet, c'est un peu space si tu dois pouvoir manger ton voisin. Donc là, notre trame va se concentrer sur une école au sein de cette société où nous allons suivre un loup tout gentil qui s'appelle Legoshi, qui fait partie du club du théâtre. Club du théâtre dont le président est la star de l'école, le merveilleux Louis. Et par un soir de pleine lune, notre ami Legoshi fera la rencontre en même temps que de ses instincts naturels d'une jeune lapine. Bon, ça c'est la partie développée, sinon ça s'ouvre sur le meurtre d'un élève herbivore par un carnivore. Histoire de bien nous faire sentir la tension entre les deux, vous voyez. À la fin du premier épisode, tu te dis, ouais, la dernière scène elle est bien, mais tu vois, t'es pas trop dedans. Mais en fait, c'est sous-estimer la grandeur de la chose qui se prépare à être vue. Parce que Beastars, ça se repose sur quelques ingrédients incroyables, à commencer par la construction et la mise en place de ce monde. Parce qu'on tombe au sein d'une société extrêmement bien structurée et socialement codifiée. Malgré le système judiciaire en place pour favoriser et protéger les herbivores, on ressent toujours un grand clivage entre les deux qui arrive à coexister mais pas vraiment à cohabiter. C'est-à-dire que physiquement, quand tu es en face de toi quelqu'un dont tu es censé pouvoir être la nourriture principale, qui a des crocs et des griffes, capable de déchiqueter, sans que tu aies forcément les moyens de répondre, c'est tendu. Leur adaptation a donc été adaptée pour qu'ils puissent quand même continuer à se nourrir de façon riche sans pour autant avoir à bouffer leurs voisins, quoi. Oh mon Dieu, serait-ce une projection de ces êtres humains qui deviennent végans si profond? Bien sûr, le mal-être n'est pas situé que d'un seul côté. On peut assez facilement s'imaginer qu'il est plutôt difficile de vivre en ayant de temps en temps des idées telles que ça serait plutôt pas mal de se taper petit croc dans le moulet de la poulette derrière, littéralement. Et c'est un point que j'ai plutôt apprécié, c'est cette idée que ce monde existait avant toi, il existera après toi et tu n'es que de passage. L'exposition n'est pas faite en un seul bloc de texte récité par un narrateur ou maladroitement dite entre deux personnages parce qu'elles sont tacites, donc elles devraient être connues. Pourquoi tu le dirais? Mais nous percevons plutôt des bribes ça et là après les premiers épisodes. On observe et notre compréhension de la chose s'agrandit, même pour les moins attentifs. Les éléments s'ajouteront au fur et à mesure, faisant entrevoir une certaine richesse et une certaine complexité. Nous passerons de l'école à la ville, nous entreverrons le marché noir ainsi que ses sociétés secrètes. Tout un monde de la nuit. Une autre des forces de l'anime, c'est son trio principal. Trio, 3 points, 3 côtés, miniature de la vidéo sur Gurren Lagann. Donc on a d'abord Legoshi, l'ours gris profondément gentil. Alors toute sa vie consiste à essayer de mettre les autres le moins mal à l'aise possible malgré ses attributs de prédateur. Il manque alors cruellement de naturel et est souvent dans une position assez inconfortable socialement qui parasitera ses relations. Ensuite on a Louis, la fierté, la prestance. Doté d'un charisme et d'une volonté forte, il veut gagner par la politique parce qu'il sait qu'il n'a pas la force des prédateurs. Et aussi, il est incroyablement jaloux d'eux, parce que cette force, il sait qu'il ne l'aura jamais. Quand il voit Legoshi qui est incapable de l'utiliser, ça lui fout les boules en fait. Et enfin, on a Harula Cute, qui n'était en fait que Harula pute. Alors elle est incroyablement mignonne, et non, ce n'est pas ce que tu penses, espèce de dégénéré. Adolescence oblige. Elle trouve dans le sexe son seul moyen d'être à égal avec son interlocuteur, étant physiquement et socialement incroyablement faible. Alors déjà là, on peut remarquer que leur point commun, c'est d'avoir un problème de communication avec les autres. Pour avoir une voix égale à celle des plus faibles, donc des herbivores,
Les gauchis s'évertuent à paraître encore plus faible qu'eux, à se faire plus petit, à tailler ses griffes, à cacher ses crocs. Luis, pour pouvoir faire porter sa voix plus loin, utilise sa prestance, son charisme et son image et ne laisse absolument rien transparaître de faible. Il essaie de garder sa contenance en public. Et Haru, voilà à quoi on en a déjà parlé, elle trouve que nous ne sommes plus vrais qu'à l'état de nature. Alors les deux éléments de base étant posés, vous pouvez déjà entrevoir la richesse dans l'écriture. Mais, l'interprétation, la présentation, oh là là. Alors dans le doublage, on n'a pas ce surjeu qui donne l'impression que l'Occident ne pourra jamais faire de localisation correcte. On est vraiment sur une justesse clean. Ensuite, pour l'animation, c'est des images de synthèse. Les nul, la 3D je peux pas, ferme ta gueule et ouvre tes yeux. C'est pas parfait, quelques points faibles, surtout sur les scènes statiques. Parfois l'animation manque un peu de dynamisme, mais tout le reste, c'est honteux. C'est-à-dire que quand il s'agit d'être généreux, l'animation est vraiment généreuse, elle donne de la tangibilité au personnage. Ça fait dans la mise en scène, dans le suivi de mouvements par les yeux, c'est vraiment impressionnant. On est loin de Hajin et son malaise, c'est vraiment chaleureux et humain. À dessein pour pouvoir humaniser un peu plus et donner de la consistance à ces personnages anthropomorphes. Parce qu'à chaque fois, leur race vous raconte quelque chose sur eux. Vous aurez droit à un petit épisode sur une poule qui a une fierté particulière à pondre de merveilleux œufs. Ça vient à la fin d'un épisode, ça sort un peu de nulle part, mais j'ai trouvé ça incroyablement bien. Suis-je aveuglé parce que je trouve l'anime incroyable? Peut-être. Mais il y a des gens qui me disent que One Piece aussi c'est trop bien. Qui suis-je pour vous juger? Qui suis-je? On a aussi une variation de ton tout au long de la saison avec cette introduction très courte et pleine de drame, avec ce meurtre absolument triste, horrible de cet élève herbivore. Mais juste après, on passe sur de la tranche de vie lycéenne assez classique, avec un petit relent de Kuno Honkai qu'on découvre la vraie nature de Haru. Je vous avoue que là, j'ai failli abandonner l'opération. C'était trop pour moi de revivre ça. Mais après ça, on nous plonge dans le développement de personnages, spécialement de Petit Lunkri, absolument magistral, avec une romance sur la fin qui a saisi mon cœur, l'a caressé avec tendresse avant de l'enfermer dans un écrin de velours. Oh là là, cette fin, à ce niveau, normalement, vous êtes complètement fan déjà. Et revoir en fait l'opening après ça, c'est d'une beauté. En parlant d'opening, l'OST est, je crois, ma favorite de l'année. Quand juste après avoir fait une vidéo sur Missing Link, je me demandais, mais pourquoi le stop motion là, pour ce film? Je vois l'opening de Beastar et je me rappelle, oui, parce que parfois le stop motion c'est juste magnifique en fait. Et là on peut passer au gros dossier, ce sont les thèmes. Alors thème, c'est ce mot qui a été galvaudé au possible pour donner l'impression aux jeunes amateurs de shonen que leur divertissement favori a aussi un propos, mais bon, voilà quoi. Est-ce que vous voulez vraiment voir Chopper chialer sur des expériences sur des enfants pendant 20 chapitres? Je l'ai fait et je ne vous le recommande pas. Ou observer des adolescents en chaleur essayer de lutter de leur mieux dans une société aussi biologiquement inégalitaire et politiquement, mais ça c'est une autre histoire. Je crois que vous connaissez la réponse. Le tout n'est donc pas d'avoir un thème, mais de développer, et c'est très important ça, développer un propos intéressant, sortant au minimum du lieu commun. C'est pas gentil d'être méchant, avec de la subtilité et de la nuance, parce que généralement tout ce que vous dites a déjà été dit ailleurs, parfois été mieux dit, mais il faut le dire d'une manière propre, comme si vous vous adressiez à des gens doués d'intelligence. À moins bien sûr que l'objectif premier soit de divertir et que tout ça ne soit que dégâts collatéraux. Et c'est ça pour moi le problème principal des shonen fleuves que beaucoup apprécient. La production de chapitres est intense pour satisfaire la machine éditorialiste et les spectateurs aliénés. Mais c'est beaucoup de remplissage et peu de substance, trop de leur en vouloir sur tant de chapitres. Ce n'est pas bien grave, mais arrêtez de faire passer ça pour ce que ce n'est pas. Bien. Maintenant, sur une production plus précise, calme et collectée, source de développement alambiqué du monde, donnant lieu à retcon sur retcon, des personnages intéressants, tombant dans l'oubli pendant des années, et je ne parle pas des adaptations animées
éclaté au sol, vous pouvez aboutir à un dense Gurren Lagann ou un passionnant Beastars qui approfondit ses personnages et leurs relations aux autres et à leur monde sans stress ni complexe. Bon, comme j'en parle là, ça donne grave l'impression qu'avec la prémisse, c'était du tout cuit, mais que nenni! Il y avait bien l'écueil classique de beaucoup de races anthropomorphiques. Vas-y, venez, on parle de ségrégation raciale. Mais mes craintes étaient tellement injustifiées. Ils ont été tellement plus intelligents que ça. Elle a été tellement plus intelligente que ça. Alors je parle, vous ne savez toujours pas ce qui a fait pour moi cette saveur succulente de l'anime. Que dis-je de notre trio, de notre triangle? Eh bien, c'est leur développement psychologique. C'est souvent ça en fait. Quoique pour Kingdom, non, c'est plus l'histoire et le développement en puissance. Alors là, Legoshi, c'est le personnage principal auquel on devrait le plus s'identifier. Et à mon grand étonnement, certains n'ont quand même pas compris les personnages. Donc c'est un grand méchant loup qui n'arrive quand même pas à mettre ses collègues herbivores en confiance malgré toute sa bonne volonté. Il a l'impression d'être victime de ce corps et fait de son mieux pour en atténuer les caractéristiques effrayantes. Donc on va dire qu'il manque quand même un peu de confiance en lui et qu'il est assez maladroit socialement. Il me fait beaucoup penser à un Hachiman en fait, de My Teen Romantic Comedy quand j'y pense. Il faudrait que je voie la saison 3 de ce truc, vivement que ça se termine. Il fait un contraste incroyable, c'est-à-dire c'est le jour et la nuit avec le fier et charismatique Legoshi qui domine naturellement tous les lieux où il passe par sa beauté et son élégance. Et il est en pole position pour être le prochain Beastar. Oui, c'est important et non, je ne t'explique pas. Si tu veux savoir, tu vas suivre. Sa jalousie de la puissance naturelle carnivore qu'il sait qu'il ne pourra jamais posséder le poussera à mépriser Legoshi en fait. Et sa tendance à se faire petit, effrayé par sa nature. Pas s'il a cette force, pourquoi il ne l'utilise pas en fait pour atteindre ses objectifs? Parce que Legoshi, il n'en a pas d'objectif. Contrairement à lui qui en a mais qui n'a pas la force pour pouvoir les prendre. Leur seul lien au début, c'est leur appartenance au club de théâtre, mais tout sera un peu bouleversé par la waifu officielle de l'année 2020. Je vous le dis. Haru-chan. Aussi esclave de sa nature de chaude lapine. Ouais, c'est facile les gars, mais en vrai, c'est vraiment ça, anthropomorphique au premier degré. Chaude lapine naine donc, et esclave de son instinct de survie qui deviendra pour elle un réel fardeau quand il s'agira maintenant de briser la glace avec Legoshi. Elle est harcelée, isolée par les autres femelles et mâles qui ne veulent ou ne peuvent pas la soulever. Donc Legoshi lui fera découvrir la saveur du profond respect, on griffe, parce que je n'ai pas trouvé de meilleur mot à mettre sur ça. Après qu'elle ait fait découvrir à Louis le goût de la normalité et de la vulnérabilité, quand après l'avoir découvert à son désavantage, elle l'aidera sans arrière-pensée, en le traitant comme n'importe qui, s'intéressant uniquement à sa personne, son bien-être, qu'à son statut. De sales cycles en préparation, je vois que vous le sentez. Cycles qui deviendront triangles amoureux, chamboulant leur vie et leurs croyances. Donc l'intérêt sera de voir Haru la cute dans ses relations, son triangle, se battant contre son instinct pour découvrir le plus gentil des ours. Attendez, c'est moi ça? Le plus gentil des loups, Louis, ressentir l'aversion à la perte et redécouvrir la cruauté du monde extérieur que ni la fierté ni la politique ne pourra endiguer à l'extérieur de l'école. Et pour finir, Legoshi, notre main man, découvrant ses instincts carnivores auxquels il a peur de céder, son attirance pour la délicieuse lapine qui le plongeront dans une confusion sans nom, la colère et la jalousie et à force de remontrance comme Hachiman, il commencera à dépasser la médiocrité de faible dans laquelle il végète pour se faire accepter les conditions morales faisant de ses attributs des armes de peur et acceptera d'utiliser tous ces attributs à son avantage pour arriver à ses fins, se libérant de la morale d'esclave culpabilisante et devenant plus lui-même pleinement un surhomme. J'aime cette odeur de Nietzsche qui se dégage, l'immoralité en moins. Bon, grosse flemme, hein. J'en ai déjà beaucoup dit sans avoir pu tout aborder, surtout les autres personnages du lycée, du club de théâtre, le fucking fight avec Billy, je crois qu'il s'appelle Billy, le tigre, qui ne cache pas sa tigritude. Les relations avec les autres carnivores qui ont une approche beaucoup plus différente de celle de Legoshi de la vie. Ah, et aussi la première des relations intraspécifiques qui va développer notre triangle en fucking parallélogramme, t'entends, ça devient réel en quelques instants. Il y a aussi la puissance shonen, le propos en plus que ça dégage, surtout avec le gros combat sur la fin. Je suis toujours hébété de ne pas en avoir entendu parler avant. Mais entre ça et Doro, dont l'adaptation commençait non seulement bien, mais en plus était visuellement assez racé pour retransmettre le délire visuel du manga,
Je ne peux que me désolidariser entièrement du FC borné anti-image de synthèse. 100% ils sont capables de me dire que Ping Pong V Animation c'est nul parce que les dessins sont pas jolis. Bon, tu sais ce qu'il te reste à faire, jeune visionneur. Alors, est-ce que tu veux continuer à végéter dans les shonen neketsu à la structure classique qui peine à te raconter quelque chose d'intéressant en 12 épisodes en restant assez passablement divertissant et bien animé pour te garder intéressé de loin? Ou tu veux venir avec moi découvrir des œuvres riches qui te feront déborder de passion des semaines après? Ah, question rhétorique, jeune regardeur, je sais que tu es quelqu'un d'intelligent. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bisous.